Placement est de retour pour cette nouvelle saison. En cette période de rentrée, il est temps de s'intéresser à nouveau à ces placements, de faire le point après un été qui, on va le voir, a été particulièrement agité. Je suis heureux de retrouver toute cette équipe de bienprévoir.fr qui va nous accompagner donc pour cette nouvelle saison. Avec pour cette première émission de la rentrée, trois parties au sommaire, marché financier et opportunités. On va faire le point sur cet été un petit peu mystérieux, un petit peu, pas byzantin, mais chinois, en compagnie de Jonathan Lévy. On s'intéressera au bon plan placement avec Vincent Kitkovitz en deuxième partie et savoir ce qu'il faut faire comme arbitrage. Et puis notre invité cette semaine, ce mois-ci, notre invité spécial, c'est le directeur des gestions d'Amundi Immobilier, en l'occurrence Nicolas Kerr, qui nous parlera d'Opsimo. Voilà, un menu dense. On commence tout de suite avec les marchés financiers, les opportunités qui en découlent. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Est-ce que l'été fut bon, un peu meilleur que, en tout cas, les soubresauts qu'on a connus, les agitations sur les marchés financiers? L'été a été très agité quand même, hein, très chaud. Mais vos vacances, ça a été plus reposant, j'imagine, j'espère. Plus reposant que les marchés. Je vous le souhaite. En tout cas, on aurait pu appeler cette première partie, ça fait penser presque à Tintin, hein, la bourse tente de percer le mystère chinois. On en est vraiment là. Hein. On rappelle un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'on a vécu ces soubresauts sur les marchés financiers? Parce que la bourse de Shanghai, qui avait beaucoup monté auparavant, a chuté énormément cet été en fait. Hein, depuis son pic du 12 juin, elle a chuté de plus de 40%. Elle avait monté de 150%. Il y avait peut-être une bulle. Hein. On se rappelle que le gouvernement chinois incitait sa population, et ils sont nombreux à épargner pour aller mettre leurs économies en bourse. Tout à fait. Ils ont voulu libéraliser le marché des capitaux, les marchés financiers. Ils ont incité les Chinois à aller en bourse. Ils ont facilité l'accession à la bourse. Ils ont accepté en fait que les Chinois empruntent pour acheter des actions. Ça a créé des bulles, une bulle spéculative qui a éclaté cet été. Bon, et donc moins 40%, on en a vu quelques conséquences sur les rivages européens et américains bien sûr, mais oui, pas tant que ça finalement. Ça a chuté fortement, violemment, ça a fait peur, puis ça rebondit un petit peu. Ça rebondit un petit peu, mais on est quand même loin encore des plus hauts atteints sur le CAC 40 par exemple. On progresse encore, on est à plus de 10% sur l'année. On progresse de 8-9% depuis le 1er janvier, mais par rapport au plus haut atteint le 31 mars, on est nettement en baisse. Donc il y a quand même un impact de la situation en Chine sur l'Europe et aussi sur les États-Unis dans une moindre mesure. Alors que les fondamentaux, comme on dit en bourse, ne sont pas forcément si mauvais que ça pour les entreprises, en tout cas cotées. Oui, tout à fait. C'est tout le paradoxe de la situation. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe? Jusqu'à présent, en fait, on disait, lorsque les États-Unis s'enrhument, le monde... lorsque les États-Unis éternuent, le monde s'enrhume. Donc on se pose la question, est-ce que c'est le cas aussi pour la Chine? Est-ce que lorsque la Chine éternue, le monde va-t-il s'enrhumer dans les mois qui viennent? Ça fait 2 fois plus de raisons de s'enrhumer, parce que si on a les Chinois et les Américains, nous pauvres Européens, on risque de passer notre vie avec un cache-nez. On est au milieu, et donc c'est là la grande question. Est-ce qu'on va être touché en fait par le ralentissement de la Chine qu'on perçoit, hein, qui est là, qui est bien réel, même si on a du mal à donner des chiffres sur ce ralentissement? Votre sentiment? Parce que c'est ça qui est difficile, hein, c'est de savoir la réalité derrière cette propagande chinoise. Je pense en fait que les marchés ont surréagi pour 2 raisons. La première raison, c'est d'abord parce que les autorités chinoises ont une mauvaise communication pendant tout cet été. Ça me fait penser un petit peu à la bourse, à la banque de Suisse en début d'année, vous vous rappelez, ils n'avaient rien préparé et du jour au lendemain, en fait, ils prennent le marché à revers et ils annoncent en fait qui libéralisaient le franc suisse. Et donc il y a une appréciation du franc suisse démesurée, trop forte, au point que l'économie suisse a eu du mal à repartir en fait, hein, suite à cette appréciation du franc suisse. C'est un peu pareil. Pendant cet été, ils ont annoncé plusieurs choses. Sur la devise, ils ont annoncé une dépréciation de la devise de 4%. Ils l'ont fait d'abord en 3 jours. Ils ne l'ont pas fait en une fois. Ils l'ont fait en 3 jours consécutifs. Après la première journée, ils disaient qu'il n'y aurait qu'une seule baisse de la devise. Ça a recommencé le lendemain, puis le surlendemain. Ouais. Et puis ensuite, cette dépréciation, elle pose beaucoup de questions par rapport à la situation économique. Est-ce que ça ne cache pas des chiffres économiques qui sont beaucoup plus mauvais que ce qu'ils annoncent? Puisqu'il y a des doutes sur la fiabilité des chiffres publiés par la Chine. En même temps, c'est logique, il faut qu'ils apprennent le marché. Hein. Ils exactement. sortent une économie qui était plutôt administrée, centralisée.
voilà, dans un monde globalisé, avec des marchés qui réagissent peut-être pas comme ils en avaient l'habitude. C'est exactement ça. Je pense que ça donne cette impression qu'ils sont en plein apprentissage du capitalisme des marchés financiers. Autre question qu'on se pose sur la Chine, c'est ils ont dit jusqu'à présent qu'ils voulaient transformer l'économie, une économie basée sur les exportations vers une économie basée plus sur la consommation interne. En baissant la devise, ils favorisent surtout les exportations au détriment de la consommation. Donc c'est paradoxal par rapport à leur discours. On sent de l'hésitation. Exactement. Bon. Et ça, le marché n'a pas du tout aimé. Du coup, il a surréagi. Et c'est pour ça que je pense que cette surréaction est finalement peut-être un bon niveau d'entrée pour nous. Voilà, parce que où est-ce qu'on va dans les prochains mois? Qu'est-ce que vous prévoyez comme scénario? Nous, notre scénario, c'est qu'en fait, par rapport à cette question qui est vraiment centrale, est-ce qu'il va y avoir un impact du ralentissement chinois sur les économies européennes et américaines? On est relativement serein. D'abord parce qu'on pense que l'économie chinoise ralentit, mais qu'elle n'est pas en crise économique. Le ralentissement est relativement encadré. Ils ont les moyens en fait, de soutenir l'économie raisonnablement. Et puis ensuite, il y a quand même une certaine déconnexion entre les économies. Ce matin, il y a eu un chiffre qui est sorti qui est très symbolique en Allemagne. Les exportations allemandes sont en forte hausse de 8% cet été. Je crois que c'est sur le mois de juillet. Pourtant, c'est très symbolique parce que l'Allemagne, c'est le pays le plus exportateur de la zone euro, voire même dans le monde, c'est un pays très exportateur. Donc lorsque le commerce mondial ralentit, l'Allemagne devrait en subir les conséquences. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit en fait au contraire dans les chiffres, la Chine ralentit bien dans les exportations, mais c'est compensé par d'autres zones en Europe qui prend le relais, mais aussi aux États-Unis. Donc ce que j'entends comme musique, c'est que vous restez optimiste, confiant sur ces marchés financiers. Oui, tout à fait en fait. Pour nous, on voit pas en fait de répercussions sur l'économie européenne. On parlait depuis le début de l'année, on rabâche toujours qu'on a des conditions financières favorables. Oui, il y a toujours le même cocktail avec les trois ingrédients qu'on rappelle, euro, taux d'intérêt et pétrole. Exactement. Pour des raisons diverses, en fait, Mario Draghi a tenu un discours très offensif la semaine dernière qui a permis à l'euro en fait, de continuer sur sa route, de rester autour de 1,12, 1,10. Les taux sont toujours au plus bas. Il a dit qu'il était prêt à continuer le quantitative easing, voire l'accélérer si c'était nécessaire. Le pétrole, vous l'avez vu cet été, il a énormément baissé et c'est favorable pour la zone euro. On est à 4006 là sur le CAC ce soir. Est-ce que donc c'est votre scénario, point d'entrée éventuellement pour ceux qui veulent profiter de ce trou d'air? Oui, on pense vraiment que les marchés sont en retard par rapport à la situation économique de la zone euro et par rapport aux résultats des entreprises qui ont en forte progression. Les perspectives des entreprises sur 2015 sont bonnes. Donc ce retard constitue un point d'entrée intéressant sur les marchés. On pense qu'on va revenir sur les plus hauts atteints cette année. On est atteint presque 5003. Pourquoi pas d'ici la fin de l'année à revenir sur ces niveaux de la bourse. Bon, merci beaucoup Jonathan pour ce point après la période estivale. On se retrouve le mois prochain, comme à chaque fois. Là, on se retrouve c'est déjà dans la troisième partie de l'émission pour reparler dans 10 minutes. Vous, un sujet que vous aimez bien aussi, les OPCI. Merci beaucoup, on se retrouve dans 10 minutes. Et tout de suite, on passe au bon plan placement avec Vincent Cutcovici.